je suis là parce que ça me fait plaisir, comme à chaque fois, de vous retrouver et de vous retrouver lors de la sortie de cet ouvrage, L'île Bourbon hors la loi, 1821-1827. Ah. C'est toujours un plaisir d'être à Maurice, depuis 30 ans bientôt. Alors c'est ma 3e conférence, la première, mais je disais ça à Madame Masson. Je l'ai donnée en 2016 à l'Institut français, lors de la parution de mon ouvrage « Les Mauriciens dans la Grande Guerre ». Parce que la Grande Guerre, comme Brassens, c'est celle que je préfère. Et il y avait beaucoup à dire, entre autres, sur les Réunionnais dans la Première Guerre mondiale, en termes de bilan et de parcours, mais évidemment aussi pour les Mauriciens. Et l'avant-dernière conférence que j'ai donnée, c'était au centre Nelson Mandela, à propos de l'ouvrage Louis Timagen-Ouat, Un procès politique à Bourbon en 1836. Louis Timagen-Ouat, c'est le seul Réunionnais qui se lève contre l'esclavage en cour d'assises, s'oppose au procureur Barbaroux en lui disant « Non, la traite négrière illégale n'a pas cessé à Bourbon ». Et ça fait tilt dans les oreilles, traite négrière illégale, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y avait une traite négrière légale? Ben oui, avant qu'elle devienne illégale, et que la France légifère. Cette question de la traite négrière illégale à Bourbon a des répercussions juridiques et politiques dans l'histoire de Maurice. Dans les années 1820, ne serait-ce que parce que les Anglais sont des acteurs dans la répression de la traite française. Alors, le titre de mon intervention d'aujourd'hui est « L'île Bourbon hors la loi » et je vais vous expliquer en quoi la vieille colonie française s'est opposée à la décision législative d'en finir avec la traite négrière prise par la France en 1817. Il faut rappeler que l'île Bourbon esclavagiste a souvent été hors la loi ou en marge de la loi, tout comme au Maurice lorsque les Français géraient l'île Maurice. Face à la législation métropolitaine qui s'est souvent vue opposer des ordonnances locales par les colons de Bourbon lorsque telle ou telle disposition législative ne leur convenait pas. On peut penser évidemment à la première abolition de l'esclavage en 1794 qui a été rejetée à la fois par Bourbon et par Maurice. Donc la conférence d'aujourd'hui explique comment à partir de 1817, alors que la France légifère sur la traite négrière et non pas l'esclavage, et l'interdit dans toutes ses colonies, les colons de Bourbon contournent la loi, voire s'y opposent, en organisant ce qu'il convient d'appeler la traite négrière illégale, en rappelant qu'avant cette date, la traite des esclaves était légale dans les colonies françaises. Dans mon propos, j'utiliserai le terme utilisé à l'époque, qui est forcément, le vocabulaire utilisé à l'époque est forcément péjoratif à l'égard des esclaves, mais pour bien comprendre la violence subie, je ne veux pas l'édulcorer. Alors, un peu de législation pour comprendre ce que c'est que cette traite négrière illégale. L'ordonnance royale du 8 janvier 1817 prohibe la traite des Noirs. Elle ordonne la confiscation des navires et de la cargaison, à savoir les esclaves, et l'interdiction des capitaines français. Cette ordonnance est convertie en loi le 15 avril 1818. Dans son article 3, elle précise « Tout Français qui achètera des Noirs pour les détenir comme esclaves ou pour les vendre sera puni d'une amende quadruple de la valeur du Noir qui, s'il était libre avant l'achat, sera sur le champ rendu à la liberté, première ambiguïté, ou réuni aux engagés du gouvernement. » Oui, donc en fin de compte, et on va le voir, ils resteront sous statut d'esclaves, malgré l'impression contractuelle qu'on veut nous faire passer. Donc, parce que cet article 3 nous confirme que le noir de traite illégale est un homme libre. Et ça, c'est important à souligner. La loi du 4 mars 1831, vu que la traite illégale bat son plein, donc augmente la répression de la traite des Noirs. Dans son article 1, elle précise « Quiconque aura armé ou fait armer un navire dans le but de se livrer au trafic de traite des Noirs sera puni d'un emprisonnement de 2 ans au moins et 5 ans au plus. » Donc on augmente la peine. Les bailleurs de fonds et assureurs qui auront sciemment participé à l'armement, le capitaine, le subrégarde du navire, etc., seront punis de la même peine. Dans son article 10, la loi précise, et ça c'est important, le noir reconnu noir de traite sont déclarés libres avec acte authentique de leur libération dressé sur un registre.
Mais tout de suite, l'article 11 précise, les Noirs ainsi libérés pourront toutefois être soumis envers le gouvernement à un engagement dont la durée n'excédera pas 7 ans à partir de l'introduction dans la colonie ou de l'époque où ils seront devenus adultes. Ils seront employés dans les ateliers publics. Commentaire, le soi-disant engagement vaut esclavage. Malgré que la loi précise que les esclaves de traite illégale sont des hommes libres, en fin de compte, ils ne le seront pas. Et on ne les ramènera pas chez eux, même si la question a pu être posée de temps en temps, au moins par les Anglais, à savoir si on pouvait les ramener chez eux, mais j'y reviendrai. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une traite illégale et comment ça s'organise? Pour traiter, les colons de Bourbon ont besoin d'hommes et de matériel. Les colons de Bourbon arment leurs propres bateaux et travaillent avec leurs propres équipages, ou signent des contrats avec les maisons de traite nantaises ou bordelaises, par exemple. Commençons par les hommes. La traite négrière est une organisation parfaitement rodée, puisque les mêmes du jour au lendemain ont basculé d'une traite légale à une traite illégale, à quelques nuances près que la traite illégale leur demande de la perspicacité et de l'imagination, que l'on pourrait résumer par vitesse d'exécution et clandestinité, surtout à l'égard de la Royal Navy. Pourquoi? Parce que dans le sud-océan Indien, entre autres, mais surtout l'océan Indien, ils ont un ennemi déterminé à faire cesser la traite illégale, à savoir la Royal Navy basée à Maurice et la justice anglaise de Maurice. Rappelons que l'Angleterre a aboli la traite négrière en mars 1807, et à Maurice, la traite clandestine perdure jusqu'à la fin des années 1820. Et on a des archives qui nous disent qu'on fait encore rentrer des esclaves jusqu'à la fin des années 1820. Voilà, donc des sources nous indiquent que les colons de Maurice font rentrer clandestinement des esclaves. De même, les sources judiciaires nous indiquent que la justice anglaise de Maurice juge et condamne, par exemple, entre 1815 et 1819, plus de 25 équipages de 25 bateaux négriers illégaux, soit 2336 hommes, femmes et enfants transportés, tandis que la police en saisit plus de 700 sur terre, donc qui ont déjà débarqué. Donc, soit 3037 esclaves, sans compter toutes les traites clandestines. On pourrait alors doubler, voire tripler ce chiffre. Alors, qui est le colon acteur de la traite illégale? Tout colon qui a besoin d'un esclave, ou d'esclave au pluriel, c'est-à-dire la population libre de Bourbon, qu'il soit simple colon propriétaire d'un petit lopin de terre, blanc ou libre de couleur, aux grandes familles coloniales comme les Desbassins, les Bédier-Montrose, les Kervégen, etc., etc. On avait les mêmes à Maurice. La traite négrière est une entreprise de commerce. Plusieurs acteurs rémunérés sont à la manœuvre afin que chaque rouage de la traite négrière fonctionne. Donc on a les actionnaires qui investissent dans l'expédition, l'armateur qui organise, mène les transactions économiques avec les fournisseurs et recrute l'équipage, l'assureur du bateau et de sa marchandise, le subrécargue, c'est-à-dire le représentant de l'armateur sur le bateau, le capitaine, l'équipage. À tout ce personnel, mais il faut rajouter tous les commerçants qui travaillent autour de la traite négrière, les charpentiers de marine, les ouvriers, etc., les capitaines des ports négriers. Ces grandes villes comme Nantes et Bordeaux ont fait leur fortune, il suffit d'aller à Bordeaux ou à Nantes pour voir les immeubles, sur la traite négrière. Donc concernant les acteurs et partenaires de la traite de l'île Bourbon, on peut aussi citer les tribus africaines, esclavagistes, qui acheminent et vendent les populations rasiées, par exemple. S'agissant de l'Afrique de l'Est, dont mon livre parle, mais ils mènent des pillages et des enlèvements jusque dans la région des Grands Lacs pour les acheminer vers la côte. On a aussi donc le sultan de Mascate qui travaille avec les colons Bourbon, qui est installé à Zanzibar, et les marchands d'esclaves arabes installés tout au long de la côte est africaine, du Mozambique à la Tanzanie d'aujourd'hui, livrés en esclaves par les tribus africaines. Madagascar, on a le roi malgache Radama Ier, qui est conforté dans son pouvoir par les Anglais, rappelons-le, qui vend des malgaches et des tribus réfractaires à son pouvoir. En tous les cas, tout ça c'est une affaire d'argent. Tout le monde vend tout le monde, à peu près. Des intermédiaires européens, comme les Portugais sur la côte d'Angola, où les Bourbonnais vont se ravitailler en esclaves, et on va de Bourbon jusqu'au golfe de Guinée, où plus rarement les colons vont se ravitailler en esclaves directement auprès des Africains marchands d'esclaves. Il n'y a pas de traite légale ou illégale sans la complicité des Africains ou des Malgaches qui en ont fait un business, mais ça, tout le monde en convient. Alors les Européens, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, se contentent d'attendre leur commande d'esclaves dans les comptoirs maritimes,
mais on peut néanmoins considérer que la traite négrière illégale européenne a augmenté la demande en esclaves et par conséquent aggravé le sort des Africains. Nous le voyons, les intervenants sont nombreux et la traite négrière illégale repose sur la même organisation que la traite légale, à ceci près que les Anglais chassent les négriers illégaux sur les océans. Elle est visible par toutes les autorités, donc tout le monde est à peu près complice de la traite négrière illégale. Alors, la répression s'impose-t-elle à tous ces acteurs de la traite qui bafouent la loi? Non, ou si peu, car l'administration française joue un jeu de dupes. Elle regarde ailleurs, voire contourne ses propres lois pour faire perdurer l'esclavage dans ces colonies qui, sans la traite illégale, auraient vu s'assécher la population servile et sans doute voir l'esclavage aboli avant 1848 à Bourbon. Le sucre est la richesse des colonies et la canne dévoreuse d'hommes et de femmes. Rappelons aussi que le lobby colonial qui travaille au plus près des lieux du pouvoir parisien pour à la fois justifier la continuation de la traite, rappelant qu'au même moment les abolitionnistes militent pour faire cesser l'esclavage dans les colonies françaises. Avant Schœlcher, on peut citer le duc de Broglie, affilié aussi à la famille royale, donc des hommes qui étaient installés dans la société, qui avaient des hautes fonctions, mais qui luttaient contre l'esclavage. On trouve, concernant le duc de Broglie sur Gallica, des documents d'archives qui disent que cet homme s'est engagé résolument contre l'esclavage, et tant d'autres, bien évidemment, en France. Alors, les lieux de traite bourbonnaises, les lieux de traite illégales. Madagascar demeure la principale destination des négriers de Bourbon. À la différence près qu'au lieu d'aller se servir sur la côte ouest de l'île, comme ils l'ont pratiqué tout au long du XVIIIe siècle, du côté de Tamatave, Diego, etc., les Bourbonnais choisissent d'autres lieux pour être moins vus par les Anglais, comme le nord-est, afin d'être moins visibles, effectivement, et d'échapper aux Anglais qui surveillent les côtes de l'ouest malgache, entre autres. Zanzibar, l'île-État, aujourd'hui en Tanzanie, contrôlée par le sultanat d'Oman, qui demeure cet accès de fixation sordide de l'esclavage, et Pemba, l'île voisine, qui est un peu le grenier de Zanzibar. Je m'arrête un instant sur Zanzibar. Un témoignage. Savoir à quoi on a affaire. En 1804, le capitaine de la Royal Navy, Thomas Smith, rédige un rapport d'enquête sur la traite est-africaine. Il écrit, je cite, « Zanzibar est la plaque tournante du commerce des esclaves. Depuis des siècles dans cette région, les hommes et les femmes mis en vente par les marchands indiens qui contrôlent toutes les étapes de la traite dans cet espace de l'océan Indien semblent issus d'un autre monde, de points inhumains. » C'est le capitaine Smith qui écrit. C'est un spectacle infernal, une procession troublante dans les rues de Zanzibar autour des étals du marché, de figures peintes et grimaçantes, visiblement mises en scène dans un défilé inquiétant qui s'offre aux yeux du fonctionnaire britannique. Les esclaves mis à leur avantage par une peau nettoyée et brunie à l'huile de coco, le visage peint de traits rouges et blancs, les yeux cernés de colle. Au-delà de la mise en scène grotesque et humiliante, il décrit Zanzibar peuplé d'hommes cadavres aux frontières de l'humain.